Salut à tous, on est à Montier. On avait commencé à parler du loup avec Philippe et Olivier tout à l'heure. On va parler avec Olivier, on va parler du lynx et pourquoi pas de l'ours. Ce sont ces animaux, ces grands prédateurs qui sont défendus par Ferus. Bah tiens, on pourrait peut-être commencer cet épisode par rappeler, c'est un beau nom d'assaut, Ferus. C'est un mot latin. Qu'est-ce que ça veut dire, d'où il vient? Ça veut dire sauvage en fait, en latin. C'est vraiment le terme sauvage. Qui symbolise en fait toute la nature sauvage qui peut encore exister aujourd'hui à travers ces grands prédateurs qui véhiculent beaucoup d'images mythiques. C'est un beau nom, Ferus, hein, ce nom latin qui veut dire sauvage. C'est presque aussi beau que baleine sous gravillon. Je sais pas ce que t'en penses. C'est un autre style, on va dire. Bon, on va redevenir sérieux. On a été au loup et on s'était arrêté la dernière fois au fait que tu disais que voilà, le loup, il est revenu en France. Donc on s'y fait pas. On avait rappelé les chiffres, hein. Il y a 11 000 brebis quand même qui sont tuées chaque année par des loups. Malgré tout, c'est que 20% de l'alimentation du loup, hein. Il mange surtout des chevreuils, des chamois, des animaux sauvages. Même pas 20%. En fait, là, ça dépend beaucoup des secteurs et des contextes. Quand on a En moyenne. Oui, mais même pas. Non, c'est beaucoup moins que ça, a priori. Hein. Là, on a vraiment une très grosse proportion. Moi, je dirais bien plus de 90% de son régime alimentaire qui est basé sur la faune sauvage. Donc ça, c'est très important. Hein. Et en France, il y a suffisamment de faune sauvage. Il y en a même trop. Alors, quand on parle des ongulés. Alors oui, on peut penser effectivement qu'il y en a trop par rapport à l'équilibre des écosystèmes en particulier, que ce soit les forêts, que ce soit les prairies ou d'autres milieux qui peuvent être sensibles effectivement à la pression de broutage de toutes ces espèces herbivores. C'est un autre beau nom, ça s'appelle l'abroutissement des arbres. Ces chevreuils, ces cervidés grignotent les petits bourgeons des arbres et ça fait des dégâts terribles. C'est ce qui s'est passé au Yellowstone, mais on va pas tout mélanger. Non, là, Yellowstone effectivement c'est une histoire emblématique par rapport aux effets du retour du loup. Mais on peut avoir la même chose qui se produit en France aujourd'hui. On a aujourd'hui des milieux naturels qui sont effectivement dégradés par des déséquilibres liés justement à des maillons manquants dans les chaînes alimentaires. Et donc si on peut rétablir la place de ces grands prédateurs dans ces chaînes alimentaires, on peut à un moment donné retrouver ces équilibres. Donc avec toujours la présence de l'homme là-dedans, évidemment, on ne retourne pas au paléolithique, mais à un moment donné, il faut leur redonner un peu de place. Et c'est tout à fait possible quand on regarde justement ce qui se passe dans les pays voisins, où la cohabitation fonctionne. Alors, il peut toujours y avoir quelques problèmes. À peu près. Comme tu dis, il y a un peu des problèmes. Mais je te suis là-dessus. Rien n'est parfait. En Italie, en Espagne, ça marche mieux qu'en France. Absolument. Surtout dans les Abruzzes, hein, où le loup il est vendu comme faisant partie... c'est très touristique, les Abruzzes. Mais il n'y a pas que les Abruzzes, en fait. Moi, j'ai l'occasion de parcourir plusieurs pays d'Europe un peu régulièrement, là où il y a la présence de ces grands prédateurs. Et tous ces pays utilisent l'image des grands prédateurs, que ce soit le loup, que ce soit l'ours ou le lynx, comme vraiment des emblèmes. Donc c'est vraiment des images valorisantes. Et quand on va par exemple dans les parcs nationaux français, nulle part vous ne trouverez une affiche de loup qui met en avant la présence de cette espèce, pour ne prendre que le loup. Et même dans les Pyrénées, des affiches d'ours véhiculées justement par le parc national des Pyrénées, on n'en voit pas. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez dommage d'un point de vue valorisation de ce patrimoine naturel, on peut dire quand même assez exceptionnel, hein, que beaucoup de monde effectivement voudrait voir et qu'il y a beaucoup de monde qui se déplace pour venir voir ces animaux-là. Alors c'est sûr que c'est toujours assez inaccessible, c'est pas parce qu'on va un jour dans les Alpes qu'on va voir un loup. Il faut quand même être assez honnête par rapport à ça. Mais ça amène quand même je dirais une certaine image. Et ça aide. Ça aide et voilà, ça donne une autre dimension. Voilà. C'est ce que j'essayais de dire. Quand on va dans une montagne où on n'a pas ces grands prédateurs, on n'a pas la même impression que quand on va dans une montagne où on peut peut-être croiser des loups. Cher Philippe, je voudrais qu'on tienne nos promesses. Dans un épisode précédent, tu avais évoqué cette idée que le loup pose problème en France, en tout cas à certains éleveurs. Il y en a qui voudraient l'éradiquer. J'ai parlé de guerre, tu dis qu'il ne faut pas parler de ça. Très bien, mais la situation, on va dire, est quand même assez tendax. C'est assez tendu. Ouais. C'est assez tendax, surtout dans le Jura, hein, où alors là, c'est encore pire parce qu'ils s'attaquent en plus à des bovins, à des génisses, à des veaux. Bref, il y a des solutions à trouver et moi, j'aimerais qu'on les passe en revue. On en avait parlé dans mes émissions sur France Culture avec Jean-Marc Landry, oui, que tu dois forcément connaître. Oui. Quelles sont les solutions aujourd'hui? Si on est concret 2 minutes, on a parlé de tendax, mais au lieu de constater que c'est tendax et que bien sûr, il y a ce problème de l'overkill, enfin, qui fait que quand les loups s'attaquent à un troupeau, c'est tellement facile qu'ils les tuent. Ils peuvent tuer plusieurs dizaines de brebis et ils les mangent même pas, et donc c'est écœurant.
Et donc ça fait que, voilà, quand je disais que c'était la guerre, ceux qui pendent une louve devant la mairie de notre ami Jean-Mi par une patte en disant qu'il faut tous les éradiquer, moi j'appelle ça la guerre. Mais bref, à l'heure des solutions, que peut-on faire aujourd'hui pour se prémunir des attaques de loups et pour essayer de cohabiter concrètement? Il y a des techniques de protection qui existent et qui sont éprouvées depuis des siècles. Je dirais. C'est même pas depuis des années ou des décennies, c'est depuis des siècles. Et cette technique numéro 1, c'est le CPT, c'est le chien de protection de troupeau. Alors effectivement, le chien de protection est vraiment au centre de ces techniques de protection et on le constate très facilement, je dirais, quand on peut aller voir ce qui se passe dans les pays qui l'utilisent beaucoup. On a parlé de l'Italie, de l'Espagne, mais aujourd'hui en France, dans les Alpes, il y a beaucoup d'éleveurs qui se sont équipés de chiens de protection avec des bons chiens de protection, parce que ça aussi c'est important. C'est quoi, c'est les patous? Alors, c'est pas forcément une question de race, c'est une question surtout d'éducation, de formation des chiens. Et les meilleurs chiens de protection, c'est les chiens qui sont nés dans les troupeaux, qui sont produits par les éleveurs eux-mêmes, parce qu'il peut y avoir des gens qui produisent des chiens, des éleveurs de chiens. Moi, j'étais encore il y a 15 jours dans les Abruzzes avec un éleveur qui produit ses propres chiens, qui les échange avec des copains éleveurs pour justement brasser la génétique. C'est bon ça? C'est très bon, bien sûr. Et c'est des chiens qui naissent, qui vivent, qui meurent au milieu des troupeaux. C'est leur vie. Et le troupeau, c'est leur famille. Alors, on ne va pas mentir à celles et ceux qui nous écoutent, et on ne va pas non plus en faire des caisses, mais ces chiens sont parfois dangereux pour les promeneurs, ce qui pose un problème de cohabitation parfois en montagne. Alors, on ne peut pas forcément dire qu'ils sont dangereux. Ils sont impressionnants effectivement, ils peuvent faire peur, ça c'est clair. J'ai passé une journée, je parle de l'éleveur que je viens de croiser il y a 15 jours, j'ai passé une journée avec lui, avec mes enfants qui ont 5 et 7 ans, avec une dizaine de chiens de protection. On n'a eu aucun problème. Oui, mais tu sais très bien que des fois, il y a des randonneurs qui se font courser, ils se font aboyer dessus. C'est pas juste... C'est bien un problème d'éducation des chiens. Alors, rien n'est parfait, encore une fois. Il peut toujours y avoir un accident, ça peut toujours arriver. Mais le chien qui est éduqué, qui est entraîné à défendre le troupeau, ça n'est pas un chien d'attaque, c'est un chien de défense. Et la nuance est très importante. Donc on peut croiser un troupeau, j'ai croisé des dizaines de troupeaux de plusieurs centaines de bêtes dans les montagnes italiennes ou dans les montagnes françaises même, avec des chiens qui travaillaient correctement. Donc on parle vraiment d'un travail, là c'est vraiment leur travail, et je n'ai jamais eu aucun problème. Donc c'est vraiment malheureusement tomber sur les mauvais chiens au mauvais endroit, au mauvais moment, avec des chiens qui n'ont pas été forcément habitués à la présence humaine aussi, et qui ont eu une éducation peut-être parfois un peu éloignée des troupeaux. On comprend dans ce que tu dis quelque chose de très sensé, c'est que c'est vraiment une question d'éducation qui est à refaire, selon l'expression, mais voilà, c'est quand même, ça doit donner de l'espoir. On arrive à la fin de cet épisode, je pense qu'on va en refaire un avec toi, on n'a pas dit tout ce qu'on avait envie de dire sur le loup. Surtout sur les protections, parce qu'il y a les chiens, mais il y a aussi le reste, il y a les clôtures. Alors attends, on va être obligé de développer ça dans un autre épisode, c'est pas grave, c'est ce qu'on va faire. Écoute, merci pour tes lumières Philippe, on se retrouve très vite, d'ici là prends soin de toi, salut. Avec plaisir, merci, salut.